Bonjour à tous, donc bienvenue aujourd'hui pour un nouveau cours de chimie au niveau terminal S, terminal scientifique. Donc ce cours fait suite au chapitre sur les réactions acido-basiques. Donc ce sera le chapitre d'application sur les acides et les bases, puisqu'on va parler de dosage par pH-métrie. Donc nous verrons plus tard d'autres types de dosages. Là j'ai voulu d'ores et déjà appliquer les réactions acido-basiques au dosage, par rapport à ce que nous allons faire en travaux pratiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dosage? Alors nous avons déjà vu ça en première. On a déjà fait des dosages colorimétriques ou spectrophotométriques. À chaque fois, il s'agissait donc de connaître la quantité ou la concentration d'une espèce chimique dont on ne connaissait pas la quantité ou la concentration. Alors, nous avons travaillé en solution, quand on a fait de la colorimétrie par exemple, et en fait, nous avons mesuré l'absorbance, et puis plus l'espèce chimique avait une absorbance importante, plus la concentration était élevée. Ça, c'était l'application de la loi de Beer-Lambert. Donc nous reverrons de tels dosages cette année. Euh, pour aujourd'hui, on va voir des dosages par pH métrie. Alors tout d'abord, un peu de vocabulaire et des définitions. Donc dans le cas général, quand on veut déterminer la concentration en solution d'une espèce chimique dont on ne connaît pas la concentration, on effectue un dosage. On va parler de titrage quand pour cette opération, on va mettre en jeu une réaction chimique. Donc pour un titrage, vous avez une réaction chimique, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les dosages. Et les dosages par spectrophotométrie, justement, que vous avez vu l'an dernier, il n'y avait pas de réaction chimique qui se produisait. Donc le titrage, il permet la détermination d'une quantité de matière ou de la concentration d'une espèce chimique en solution. Donc vous savez, ça revient au même, puisque la concentration est reliée à la quantité de matière par le volume. Je vous rappelle, la concentration, c'est la quantité de matière par le volume, avec une concentration en mol par litre, un volume en litres, et une quantité de matière en mol. Alors, par exemple, on va avoir une réaction où on a un réactif A qui réagit avec un réactif D pour donner un produit C et un produit D. Ces espèces chimiques interviennent dans des proportions qui ne sont pas forcément les proportions stoichiométriques. Donc, par exemple, si notre réactif A, c'est le réactif dont on ne connaît pas la concentration, eh bien, l'idée ici, c'est de le faire réagir avec une espèce chimique B, donc que l'on connaît. Et puis, si on sait quelle est la quantité de B qui a réagi, eh bien, avec A, on va pouvoir déterminer la quantité de A que l'on avait à l'instant initial. Alors, petite remarque, hein, si les coefficients stoichiométriques ici sont quelconques, c'est pas forcément quand on aura fait réagir une certaine quantité de B qu'on aura la même quantité de A qui était présente au départ, parce que évidemment, il faut tenir compte des proportions stoichiométriques. Donc, si on veut se servir d'une réaction comme celle-ci pour déterminer une concentration, une quantité de matière, il faut bien évidemment quelques conditions sur cette réaction. Il faut d'abord que cette réaction soit totale. Il faut bien évidemment qu'en mettant ici le réactif B, eh bien, on ait fait réagir tout le réactif A. Il faut aussi que cette réaction soit rapide pour que l'on puisse déterminer quand exactement B a réagi avec A et ainsi de suite. Et puis il faut aussi, dernière chose, que cette réaction soit unique. Parce que si en mettant une espèce chimique B dans une solution, elle réagit avec plusieurs espèces chimiques, on ne va pas forcément pour savoir quelle est la quantité qui a réagi avec l'espèce chimique que l'on cherche à titrer ou à doser. Donc pour le vocabulaire, on appellera solution titrée celle qui contient le réactif dont la concentration est à déterminer, et la solution titrante contient le réactif de concentration connue. Alors classiquement, pour faire un dosage, on va utiliser comme ceci un poste de dosage. Donc la solution à titrer, dont on ne connaît pas la concentration, elle est ici contenue dans un bécher. Ce pourra être également un Erlenmeyer suivant les cas. Donc cette solution est plus ou moins diluée, on ne connaît pas sa concentration. On met dedans un barreau aimanté et on met le tout sur un agitateur magnétique
de façon à ce qu'il y ait une agitation permanente. Comme ça, quand on va introduire une autre espèce chimique, une autre solution, le mélange va se faire assez rapidement. Voilà. On a ensuite également une solution dans une burette qui est la solution titrée. Donc dans la burette graduée, on a la solution dite titrante. Solution titrante en haut et solution atitrée en bas. Donc cette solution titrante, c'est la solution dont on connaît la concentration. Et puis on va pouvoir la verser progressivement et on va pouvoir déterminer très précisément la quantité donc de solution titrante que l'on verse, et puis on va pouvoir mesurer cette quantité à l'aide de cette burette graduée qui est graduée très précisément, comme son nom l'indique. Donc je vous montre ici, vu de près, une burette graduée. Donc elle est graduée comme ceci, on voit que le bas avec des graduations qui... Alors la graduation 0 est tout en haut, et les graduations ici vont nous indiquer quel est le volume donc de solution versée. Là vous avez dans sa partie inférieure un robinet et un bec. Donc en tournant le robinet, on va pouvoir, comme ceci, verser, verser la solution. On va appeler le volume à l'équivalence, le volume qu'on notera VE ou VEC, le volume donc de solution titrante à ajouter à la solution titrée pour que les réactifs titrants et titrés soient dans les proportions stoichiométriques. Donc quand on aura introduit la solution titrante quand on a introduit un volume qui est égal à ce volume équivalent de solution titrante, et bien à ce moment-là, on aura fait réagir toute la réaction atitrée. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ajoute autant de l'un que de l'autre, évidemment il faut tenir des proportions stoichiométriques. En fait, il faut tenir compte donc des coefficients stoichiométriques. Alors on va voir que pour les acides et les bases, ceci c'est assez simple parce qu'en général on va doser un monoacide par une monobase ou inversement une monobase par un monoacide, et dans le cas particulier des dosages acido-basiques, la plupart du temps on aura des coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1, ce qui veut dire que quand on aura fait réagir une certaine quantité de réactifs titrants, et bien on aura la même quantité pour le réactif titré. Donc on va avoir une relation qui est très simple dans le cas des acides et des bases. Alors, une remarque, il est bien évident qu'un dosage par titrage, c'est une technique destructive, puisque la solution dont on dispose au départ, eh bien, va changer de nature, notamment le réactif dont on cherche à mesurer la concentration, on va le détruire, on ne le retrouvera plus. Donc c'est une technique destructive. Par exemple, on avait vu que les dosages par colorimétrie, eux, ou spectrophotométrie, quand on regardait la couleur, n'étaient pas destructifs, puisque quand on regarde la couleur, on ne modifie en rien la solution. Alors tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est valable là pour d'autres dosages que les dosages qui font intervenir des acides et des bases. La question que l'on se pose ici, c'est comment on fait pour savoir quelle est la quantité de solution titrante qu'il faut introduire pour faire réagir toute la solution atitrée. Alors on va se placer pour la suite dans le cas des acides et des bases. Comment faire pour repérer qu'un acide a totalement réagi avec une base ou inversement. Donc on parle ici des dosages pH métriques, c'est-à-dire qu'on fait réagir un acide avec une base et la grandeur que l'on va suivre, c'est le pH. En suivant l'évolution du pH, on va pouvoir déterminer quand est-ce qu'on aura fait réagir tout le réactif titrant qui est soit un acide soit une base avec tout le réactif titré qui est soit une base ou un acide. Alors, dans le cas où on dose un acide par une base ou une base par un acide, donc l'équivalence est repérée quand on a une brusque variation du pH de la solution titrée lors de l'ajout du réactif titrant. Alors, je vais vous montrer ça sur une petite vidéo. Donc la vidéo que je vous propose est une simulation. Donc vous reconnaissez ici le poste de dosage. Donc ici j'ai mon agitateur magnétique sur lequel il y a un bécher muni d'un barreau aimanté, et puis au-dessus vous avez la burette. Alors dans le bécher, je vais placer donc, ici je l'ai mis de l'acide chlorhydrique. Alors en fait je peux changer ici ce que j'ai, mais là je mets de l'acide chlorhydrique.
c'est le réactif attitré. Vous voyez, j'ai mis acide chlorhydrique. Le réactif titrant, c'est celui que j'introduis ici dans la burette. J'ai choisi que c'est de l'hydroxyde de sodium. Alors je vais me placer dans un cas où j'ai un acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre. Si c'est, alors évidemment ici c'est pour la simulation. A priori, c'est une concentration que je ne connais pas. Donc là, pour la simulation, elle est connue, mais a priori je ne la connais pas. Pour l'hydroxyde de sodium, donc je choisis 0,1 mol par litre, et j'ai pris un volume pour la solution attitrée qui est de 10 ml. Alors ici, j'ai ma sonde pH métrique reliée donc au pH mètre. Donc ici, la sonde pH métrique, c'est ce que l'on appelle une électrode, avec au bout, enfin c'est une électrode qui est appelée électrode de verre. Bon, on n'explique pas le fonctionnement en terminale, mais toujours est-il que ça mesure le pH de la solution. Donc depuis le chapitre précédent, vous savez ce qu'est le pH et vous savez que c'est relié à la concentration en ion H3O+. Ici, il y a les 10 ml d'acide chlorhydrique, et les 10 ml d'acide chlorhydrique à concentration 0,1 mol par litre, eh bien, le pH correspondant, c'est un pH de 1. Hein, si vous vous rappelez, pH c'est moins log de concentration en ion H3O+. La concentration ici, quelle est-elle? Elle est de 0,1 mol par litre. Donc la concentration 0,1 mol par litre, pH, alors 0,1 mol par litre, ça fait 10 puissance moins 1 mol par litre. Donc pH c'est moins log de H3O, de la concentration en H3O+, c'est-à-dire moins log de 10 puissance moins 1, c'est-à-dire on retrouve bien que le pH ici vaut 1. Donc que va-t-il se passer si ici je verse petit à petit la base, ici en appuyant sur le petit robinet? Donc vous voyez ici je verse de la base et puis je regarde ce qui se passe. Alors ici ce que vous pouvez voir c'est que au niveau visuel on ne voit rien de particulier. Puisqu'une solution d'acide chlorhydrique c'est incolore et une solution donc qui contient de l'hydroxyde de sodium c'est également incolore. Bon, alors évidemment si je fais que ça m'avance à rien, mais vous voyez ici je mesure le pH en continu et ce que je vois c'est qu'évidemment si je verse de l'acide dans une base, eh bien vous allez avoir le pH, pardon, une base, je fais réagir un acide d'une base. Donc au départ j'ai quelque chose d'acide, et puis évidemment si je fais réagir cet acide avec une base, je vais avoir moins d'acide, donc j'ai le pH qui va augmenter. Voilà. Donc vous pouvez le voir ici, je dose l'acide fort, l'acide chlorhydrique par la base forte, hydroxyde de sodium. L'équation de la réaction, donc c'est, je vous le rappelle, quand je fais une réaction entre un acide fort et une base forte, c'est l'ion H3O+, qui réagit avec l'ion HO- pour donner de l'eau. Donc si je fais réagir les ions H3O+, avec des ions HO-, évidemment, je vais obtenir de l'eau, je vais donc diminuer la concentration de l'ion H3O+, et j'augmente par là même le pH. Donc ici, je vois que le pH augmente, je vais continuer le versement, je vois qu'il augmente donc progressivement, on dirait de façon linéaire, mais regardez ce qui se passe là tout d'un coup. Alors c'est pour ça que j'essaie d'aller un peu plus doucement là à ce moment-là. On voit là tout d'un coup le pH semble augmenter un petit peu plus vite. Alors j'y vais, je vais essayer de verser goutte à goutte. On voit là que le pH augmente de plus en plus vite. Et regardez d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le pH a augmenté très brusquement. Et je vois qu'ici le pH il est monté d'une valeur d'à peu près 3 à d'un coup une valeur de 11. Et puis si je continue comme ceci, hop, je revois qu'à nouveau le pH évolue à nouveau très lentement en milieu basique. Donc ici ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un saut de pH. Un saut de pH, c'est-à-dire que je suis passé d'un pH très faible qui correspond à un milieu acide à un pH élevé qui correspond à un milieu basique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va regarder ça. Eh bien, j'ai fait réagir ici les ions H3O+, avec des ions HO-. Tant que j'avais encore des ions H3O+, j'étais en milieu acide. Voilà, donc je suis passé d'un milieu acide. À un moment où, ça y est, tous les ions H3O+ ont réagi. Et j'ai introduit la quantité exacte d'ions HO-
qu'il fallait pour les faire réagir. Alors si j'ai autant que de l'un que de l'autre, eh bien j'ai fait réagir tous les ions H3O+, avec tous les ions HO-, vous savez que dans ce cas-là, mon pH il est de 7. Donc brusquement le pH a augmenté à 7, et puis dès que j'ai versé un petit peu plus d'ions HO-, d'ions hydroxyde HO-, eh bien les ions HO-, ça correspond à un milieu basique, le pH est devenu supérieur à 7, et ça correspondait donc à une solution basique. Donc ici j'ai eu un brusque, ce que l'on appelle saut de pH, puisque ici on voit sur la courbe que vous avez la courbe qui a brutalement augmenté, et ce saut de pH, il me traduit le moment où l'intégralité de l'acide a réagi avec juste la quantité de base qu'il faut. Donc ça correspond à ce point-là que je vous montre sur la courbe. Alors, vous voyez ici, on arrive à voir sur le couple, ça correspond donc ici à grosso modo un volume versé de 10 ml. Donc quand j'ai versé 10 ml d'hydroxyde de sodium, ça veut dire que j'ai fait réagir tout l'acide chlorhydrique. Voilà. Alors le but évidemment ici est de déterminer précisément ce volume. Je vous dis que ces 10 ml là, c'est à peu près ce qu'on lit. Il existe plusieurs méthodes ici à partir de cette courbe pour déterminer précisément ce volume de 10 ml. Alors tout d'abord il y a une vieille méthode qui est la méthode dite des tangentes. Alors méthode qu'on faisait quand on n'avait pas d'ordinateur. C'est-à-dire qu'on va tracer des tangentes, alors je vais le faire au logiciel, comme ceci, on trace une tangente ici pour cette partie arrondie de la courbe et une autre tangente dans cette partie-là arrondie de la courbe, et on prend la droite qui passe entre ces deux tangentes, et on voit ici cette droite-là qui passe au milieu de ces deux tangentes, passe en ce point-là, et on va lire l'abscisse de ce point-là, et l'abscisse de ce point-là va vous donner le volume équivalent, qui est ici de 10 ml. Alors cette méthode elle est rigoureusement vraie que si on a une courbe symétrique, et bon ça marche assez bien, c'est ce que l'on met en œuvre avec une équerre et une règle quand on est sur du papier millimétré. Donc je répète, on a tracé ici une droite tangente à la courbe là dans sa partie arrondie, la partie supérieure arrondie, on fait de la même chose, une autre droite qui passe ici dans la partie inférieure arrondie de la courbe, on trace la droite qui passe exactement au milieu des deux droites au milieu des deux tangentes dont je viens de parler, et cette droite là, droite milieu, passe ici au point d'intersection, et on prend l'abscisse de ce point d'intersection, et on a le volume équivalent. On peut remarquer ici que dans le cas particulier d'un dosage acide fort base forte, le pH à l'équivalent, il est de 7. À l'équivalent, qu'est-ce que l'on a quand on a dosé H3O+ par HO-? Eh bien, on a tout simplement de l'eau pure avec 10 puissance moins 7 mol de H3O+, et HO-, donc on pourrait boire le mélange a priori. C'est quelque chose qui est ni acide ni basique. Il y a également une autre méthode pour déterminer le point équivalent, le volume équivalent. Alors ça, on le fait couramment sur les ordinateurs. Eh bien, on va tracer ce que l'on appelle la courbe dérivée. Donc on voit ici qu'on a une courbe qui est croissante, qui est tout le temps croissante. Donc évidemment, si la courbe est croissante, ça veut dire que sa dérivée est positive. Bon, ça vous le savez, je vous renvoie à votre cours de maths. Donc si ici on a la dérivée en chaque point de cette courbe, on va obtenir une courbe évidemment qui sera positive. Bon, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse ici, c'est que vous la dérivez, vous savez que ça donne à un point donné la pente de la droite tangente. Bon, vous voyez qu'ici, donc la courbe, elle est croissante, mais elle monte peu. Puis là, ici, on a une très brusque variation, donc ça monte, en fait, en gros, ça monte très vite. Donc on va avoir une très brusque variation de la dérivée. Donc si je trace ma courbe dérivée, c'est-à-dire d de pH sur dv, j'obtiens ceci, c'est-à-dire une courbe avec ici un maximum qui s'obtient ici pour l'endroit où la pente de la courbe est évidemment la plus importante. On a quasiment une pente ici verticale. Donc on a ce maximum pour la courbe qui nous indique ici, donc 10 ml, le volume équivalent. Donc à partir du graphe, on peut déterminer le volume équivalent. Donc
de deux façons. On a dit méthode étangente ou courbe dérivée. Mais il existe également une autre façon de déterminer le volume équivalent. Alors, je vais reprendre mon dosage. Je vais doser ici toujours mon acide chlorhydrique, ma solution d'acide chlorhydrique par ma solution d'hydroxyde de sodium. Si je ne vais pas m'intéresser au pH, enfin j'ai l'appareil ici, je vais le laisser brancher dedans, je vais mettre dedans un indicateur coloré. Alors je peux choisir ici différents indicateurs colorés, et je vais choisir ici celui qui s'appelle BBT. Alors le BBT, c'est un indicateur coloré qui va colorer donc en jaune la solution en milieu acide. Donc ici à pH 1, la solution est jaune. Alors l'intérêt de cet indicateur coloré, c'est qu'il va changer de teinte si la solution n'est plus en milieu basique. En fait, il change de teinte en fonction du pH de la solution. Alors, plus précisément, un indicateur acido-basique, ça correspond donc, ici ce que j'ai mis une espèce chimique acide, qui est donc en milieu acide, c'est un acide faible. Cet acide faible va réagir avec la base que l'on va verser, et pour donner, quand ce sera son domaine de prédominance, une espèce basique qui, elle, va colorer la solution dans une autre couleur. Alors, cet acide faible qui constitue l'indicateur coloré, évidemment, il va interagir avec le réactif titrant. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'en mette très très peu, parce qu'évidemment, je vais perturber le dosage si j'en mets beaucoup. En fait, en gros, je vais devoir introduire un petit peu plus de réactif titrant par rapport à ce qu'il faudrait pour neutraliser le réactif titré, ici l'acide. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je serve pour les indicateurs colorés toujours d'espèces chimiques qui colorent beaucoup par rapport à leur concentration. Donc, je mets toujours le moins possible d'indicateurs colorés. J'en mets quelques gouttes, en fait le moins de gouttes possible, juste ce qu'il faut pour que je puisse voir la couleur. Voilà. Donc je commence, je vais verser comme tout à l'heure la solution d'hydroxyde de sodium. Donc on voit effectivement à nouveau que le pH monte. Bon, mais c'est pas vraiment ça, je vous ai dit ce qu'on va suivre ici. Vous voyez qu'ici la solution est restée jaune, hein. Donc la solution reste jaune et blanc. Vous voyez ce qui s'est passé? Brusquement, la solution est devenue bleue. La solution, elle est devenue bleue quand ça? Eh bien, au moment où, ici, j'ai eu le saut de pH. Autrement dit, l'indicateur coloré, je l'ai choisi de façon à ce qu'il change de couleur quand, ici, on passe du milieu acide au milieu basique, autour du pH que j'avais à l'équivalent, c'est-à-dire de 7. Donc autrement dit, j'ai le changement de couleur pour le volume équivalent de solution titrante versée. Donc l'indicateur coloré m'indique le volume de solution, le volume équivalent pour la solution titrée. Donc vous voyez qu'effectivement, ici, je ne peux plus lire le volume de solution titrante parce que je l'ai dépassé. Il ne faut pas que j'aille au-delà quand je fais un dosage comme ceci, parce que, évidemment, je ne peux plus lire quel est le volume que j'avais. Donc, en fait, quand je fais comme ceci mon dosage en utilisant un indicateur coloré, et bien, je le fais une première fois pour situer grosso modo quelle est la zone où j'ai eu ce que l'on appelle le virage, c'est-à-dire le changement de couleur, et je recommence. Et j'ai vu ici que j'avais un changement de couleur qui était aux alentours de 10 ml. Donc je vais très vite descendre jusqu'à, on va dire 9 ml. Et puis là, je vais en dessous, donc y aller pas à pas à la goutte. Et puis je vois donc ici qu'en versant une goutte, j'ai changé de couleur pour à peu près, ici je vois, je lis avec mon œil ici, je lis, regardez, je suis à peu près à un petit peu plus de 10, puisque là j'ai le 11 en dessous, voilà, un peu plus de 10. Bon, théoriquement c'est 10. Donc c'est une deuxième façon pour repérer le volume équivalent. Alors comme exemple, on va prendre la même chose, le dosage de l'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium. Donc ici je vous ai mis un énoncé tel que vous pouvez en trouver dans des exercices simples. Donc on vous dit que l'on introduit un volume VA égal à 10 ml d'acide chlorhydrique de concentration inconnue Ca.
c'est la solution donc à titrer. On procède au dosage en utilisant une solution de soude. Donc la concentration de la solution de soude, c'est Cb, c'est 0,20 mol par litre. Et à l'équivalence, le volume équivalent, il est de Vb équivalent, qui est de 15 millilitres. Voilà. Alors évidemment, posé comme ça, vous pourriez penser qu'il faut faire un produit en croix, surtout pas, même si ici ça va vous rappeler d'autres choses, la dilution. Méfiez-vous, ça n'a pas grand chose à voir. Méfiez-vous surtout, c'est que même si ici on ne va pas avoir besoin de coefficient stoichiométrique particulier, dans le cas général des dosages, il faudrait faire attention à ça. Alors bon, alors je vais reprendre ça ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette concentration donc en acide ici. Alors, tout d'abord, quelle est la réaction qui a lieu ici lors du mélange d'un acide fort et d'une base forte? Donc ici, la réaction, c'est celle-ci. Hein, l'acide fort, donc ici acide chlorhydrique, eh bien, en solution, quand on met un acide fort dans l'eau, il réagit totalement avec l'eau. Donc l'acide que l'on a quand on a une solution d'acide fort, c'est H3O+. Bon, la base que l'on a dans une solution de base forte, c'est HO-. Ça, c'était le chapitre précédent, je vous y renvoie. Donc, quand on fait réagir un acide fort et une base forte, la réaction donc de dosage, la réaction correspondante, donc qui correspond au dosage ici, ou au titrage, si vous voulez, c'est cette réaction-là, l'ion H3O+, plus les ions HO-, donc ion oxonium plus ion hydroxyde, donne de l'eau. C'est la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Cette réaction, hein, elle est totale, donc quasiment totale. On avait vu que l'autoprotolyse ça se produisait dans l'autre sens, mais très très peu, donc on peut considérer cette réaction comme étant totale. On va s'assurer que dans le milieu, cette réaction, c'est l'unique qui puisse se produire. Évidemment, on va éviter d'avoir plusieurs acides, parce que sinon on ne saura pas trop lequel on va doser. Et puis, cette réaction, c'est une réaction qui est très rapide. Bon, entre parenthèses, c'est également une réaction qui est exothermique, qui va dégager pas mal de chaleur. Donc on travaille avec des solutions diluées. Si les solutions ne sont pas diluées, il faut faire attention, ça peut chauffer. Mais on est toujours ici sur des solutions diluées, même à 0,20 mol par litre, ça ne va pas chauffer énormément. Donc à l'équivalence ici, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc les proportions stoichiométriques, ici, ça correspond donc à autant d'acide que de base. Donc on a ici versé autant de base qu'il y avait d'acide à l'origine. C'est ça que ça veut dire. Donc la quantité de matière, je vous rappelle, c'est le produit de la concentration pour le volume. Ça veut dire que si à l'équivalence on a versé autant d'acide que de base, on a donc ici CaVa qui est égal à Cb, Vb, le volume Vb à l'équivalence. Donc cette relation vous rappelle ce que vous avez vu pour les dilutions. Bon, ça n'a pas forcément un rapport immédiat, donc ne le retenez pas comme ça. Vous retenez que pour une solution acide, pour un dosage acide-base, donc, eh bien, on a CaVa égale CbVb. En général, on a toujours ça, parce que les coefficients stoichiométriques pour les réactions acido-basiques sont toujours de 1 pour 1, puisqu'on échange en général un proton. Faites attention, si jamais on dosait un polyacide par une base, eh bien il faudrait peut-être 3 fois plus de base que d'acide, ou 2 fois plus de base que d'acide, suivant si on a un monoacide, enfin diacide, triacide, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est à l'équivalence, les réactifs sont entendus dans les proportions stoichiométriques, mais généralement, les proportions stoichiométriques, c'est des proportions de 1 pour 1. Une quantité de matière de base réagit avec une quantité de matière d'acide. Donc ici, quelle est la concentration de la solution donc, titrée, Ca? Eh bien, on a CaVa qui est égal à CbVb, donc Ca, c'est égal à Cb multiplié par Vb, alors Vb à l'équivalence, évidemment, sur Va. On fait ici l'application numérique, ça nous donne Ca égale, alors Cb 0,20 mol par litre, multiplié par Vb à l'équivalence 15 ml, sur Va 10. Donc 15 divisé par 10, ça fait 1,5. 1,5 fois
2 ça fait 3, donc divisé par 10, ça vous fait 0,30 mol par litre. Voilà. Donc la concentration ici, elle est de 0,30 mol par litre pour la solution titrée. Il convient souvent également de pouvoir déterminer l'incertitude sur la concentration ainsi calculée. Là, on verra ça sur des exemples et éventuellement lors des travaux pratiques. Alors, il existe d'autres façons de repérer l'équivalence quand on fait un titrage acido-basique. On peut suivre une autre grandeur physique. Et ce que l'on vous propose ici, ce sont des titrages par conductimétrie. Alors, qu'est-ce que c'est que la conductimétrie? Alors, dans votre programme, vous n'avez pas vraiment à savoir dans le détail ce que c'est. Bon, on va simplement placer une sonde dans une solution et mesurer, voir si elle conduit ou pas le courant. Alors, vous vous rappelez certainement pourquoi une solution conduit le courant. Une solution conduit le courant si elle contient des ions. Alors, moins elle contient d'ions, moins elle va conduire le courant et inversement. Donc de l'eau pure, est-ce que ça conduit bien le courant? Bon, vous avez vu que dans l'eau pure, on a quasiment pas d'ions, donc ça ne devrait pas conduire le courant. Pourquoi l'eau pure conduit quand même un peu le courant? Eh bien, vous vous souvenez que dans de l'eau pure, on a toujours des ions H3O+, et des ions HO- à cause de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Donc c'est pour ça que l'eau pure, ça contient un peu le courant, légèrement le courant, et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux appareils électriques à côté de l'eau. Même ce un peu, c'est déjà beaucoup quand on a des fortes tensions électriques. Bon. Alors, on rentrera pas dans le détail. Ce que vous devez savoir, c'est que on pourrait suivre n'importe quoi comme grandeur. Ce qui nous intéresse ici, c'est sa variation. Il se trouve que quand on mesure la conductivité d'une solution, eh bien, on va avoir une conductivité qui va changer à l'équivalence et ça va pouvoir nous permettre de déterminer le volume équivalent versé. Voilà. Alors c'est dommage qu'on ne rentre pas plus dans les détails de votre programme, mais c'est ainsi. Donc par exemple ici, si je fais réagir un acide fort par une base forte, eh bien je vais, si je mesure la conductance en fonction la conductivité de la solution en fonction du volume de base versé, eh bien, je vais voir que j'ai une courbe comme ceci qui est présente, donc eh bien, une rupture de pente importante. Enfin, en gros, ici vous pouvez voir que ça forme un triangle. Eh bien, ici, ça me permet de déterminer le volume équivalent. Bon, alors si on veut rentrer dans les détails et essayer d'expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, au départ, si j'ai une solution d'acide fort, évidemment, qu'est-ce que je vais avoir comme ion dans une solution d'acide fort? Je vais avoir les ions H3O+, plus des ions, des anions, par exemple Cl- dans le cas de l'acide chlorhydrique. Ça conduit, donc les ions H2O+, surtout, vont conduire beaucoup le courant. On veut dire qu'ils ont une grande mobilité. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai une conductivité importante, si je n'ai que l'acide. Alors dans ce cas-là, évidemment, je n'ai pas la base, pour un volume versé de 0, j'ai pas la base. Donc si je verse la base, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, je vais avoir de moins en moins d'ions H3O+, et puis évidemment, je n'introduis pas non plus d'ions, parce que les ions HO- que j'introduis, ils réagissent immédiatement avec les ions HO-. Donc je vais avoir une conductivité qui va diminuer, jusqu'à ce que j'ai fait réagir tous les ions H3O+. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus d'ions H3O+, et HO-. Ils ont tous réagi, ou alors j'en ai très peu. En fait, ça correspond à ce que j'ai naturellement dans l'eau à cause de l'autoprotolyse. Par contre, au-delà de l'équivalence, quand je continue à rajouter les ions HO-, ils ne réagissent plus avec quoi que ce soit, donc eux, ils vont contribuer à l'augmentation de la conductivité de la solution. C'est pour ça qu'ici, vous avez la conductivité qui va repartir. Ça me permet d'identifier le volume équivalent. Donc voilà. Bon, de la même façon, si je dose autre chose, par exemple un acide faible par une base forte, eh bien je vais avoir ce type de courbe là encore une fois avec une rupture de pente. Alors ici cette courbe est un petit peu plus difficile à interpréter. Bon, c'est surtout que dans le cas de dosage d'un acide faible par une base forte, on ne vous le demande pas. Ce que vous devez savoir simplement dans la méthode, c'est ça, c'est que on suit le dosage par une méthode physique. Ici, si on suit ça par conductimétrie, eh bien on peut mesurer
Le volume versé à l'équivalence, eh bien parce qu'on a une rupture de pente quand on trace la courbe correspondante. Voilà. Donc voilà pour ce cours sur les acides et les bases, qui se termine avec l'application sur les dosages. Donc j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.